Alors, je m'appelle Ismaël Boudjekada, je vais commencer par me présenter en deux manières. La première, c'est la version CNews. Ismaël Boudjekada, un terroriste, intégriste, antisémite et tout ce qui va se terminer en ist, comme d'habitude. Leur propagande, on la connaît, et ça participe parce que je vais vous expliquer un petit peu la criminalisation des voix pro-palestiniennes. La version un petit peu plus cool, je m'appelle Ismaël Boudjekada, je suis élu de Grand Charmont dans le Doubs, auteur de 7 ouvrages, et anciennement conseiller à la Commission européenne à Bruxelles. Donc moi, ce que j'essaie de rappeler systématiquement, c'est que le drame du peuple palestinien ne s'arrête pas aux frontières même de Gaza. C'est très important de le rappeler, et je le dis avec d'autant plus de certitude qu'en fait je suis parti donc l'année passée, début d'année aussi 2025, jusqu'en février de mémoire, à la frontière palestinienne, donc du côté d'El Harish et Rafah. Eh bien, tout simplement, on se rend compte que, et donc ça me permet de faire un lien avec le sujet d'avant, parce qu'il faut dire les termes, Sisi est un collabo, et effectivement, nous avons une population qui est, à mon sens, un petit peu trop docile, un petit peu trop poétique, qui va vous expliquer que la Palestine c'est dans le cœur, et qu'il n'y a pas besoin de manifester, et que sinon là-bas on risque finalement de ne plus voir la lumière du jour. Donc moi j'ai décidé un jour, avec la volonté d'écrire un livre qui s'appelle Porteur d'espoir au cœur du quotidien du peuple palestinien, d'aller rencontrer ces populations, histoire de me faire aussi mon propre avis. Donc j'ai tout simplement payé, c'est cher hein, pour un prix égyptien, mais 200 € pour traverser le Sinaï avec un Uber, et il s'avère que je me fais arrêter au canal de Suez. Et là je tente un coup de bluff. Je sors ma carte d'élu de la République, simple conseiller municipal, et je me fais passer pour un membre du Parlement français. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, mais il fallait un petit peu s'embrouiller. Et donc je comprends que j'ai quand même en face de moi des policiers qui sont censés, des livres faciès, être musulmans. Et donc en m'embrouillant un petit peu avec eux, je leur dis mais vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des musulmans de Wish, vous venez avec vos blindés et vous avez à quelques kilomètres une population palestinienne qui se fait massacrer. Vous êtes des complices de ce qui est en train de se passer. Et quelqu'un me prend à part, un gradé, et il m'explique qu'il ne devrait pas me le dire, mais qu'en faisant demi-tour 100 km et en prenant un itinéraire bis, eh bien que je pourrais traverser le Sinaï, mais qu'il ne faut surtout pas que je dise que je vais à Rafah, mais qu'il faut que j'explique que je vais à El Harish. Donc c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont pris la plaque de ma voiture et ils l'ont peint à la peinture blanche sur quasiment l'intégralité des checkpoints aller et retour. J'ai été escorté par 4 véhicules justement des autorités égyptiennes. Et puis on a fait un petit peu le tour des hôpitaux, on a distribué une moyenne de 6 à 700 kilos de viande par mois aux réfugiés, des colis alimentaires avec un partenaire là-bas qui s'appelle Gomla, qui est une grande surface qui fait ce qu'on appelle des colis Sadaka. Pour 4 € on avait 2 repas. Et donc quand je dis que le drame du peuple palestinien ne s'arrête pas aux frontières de la Palestine, il faut savoir que le fils de Sisi, c'est important aussi de le préciser, a ouvert une entreprise qui facture 5 000 $ américains pour autoriser les Palestiniens qui en ont ras-le-bol et qui veulent sortir, eh bien tout simplement à venir sur le territoire égyptien. Ces gens sont des collabos, tout simplement. Donc après plusieurs mois, je ne vous cache pas que c'était effectivement très éprouvant, sur le plan physique un peu moins, mais on va dire surtout sur le plan émotionnel, parce que j'ai rencontré par exemple Khalil, 11 ans, qui vous raconte, dans le plus grand des calmes, eh bien tout simplement il a dû ramasser les membres déchiquetés de sa famille, en les mettant, et il a dû les mettre dans des sacs plastiques pour leur offrir une sépulture. Quand on lui demande à Zbouchou quel est son pire souvenir, il va vous expliquer que son pire souvenir, c'est tout simplement d'avoir vu sa mère enceinte manquer de nourriture pour la nourrir elle et son bébé, parce qu'elle se privait pour donner justement au petit Khalil de quoi manger. On a des gens qui, et on parle d'enfants en bas âge, qui vous expliquent qu'ils ont vu des pièces du mur, des murs en passant par le plafond et le sol remplis de sang. Ils vous disent ça sans verser une larme. Quand je demande à la maman, mais attendez, il y a un suivi pour ces gamins, ils n'ont plus d'émotion, il n'y a plus rien. Elle me dit, écoutez, on a tous besoin, tous, de soins psychiatriques, mais il n'y a personne qui est en capacité de faire face à ce qu'on a vécu. Donc c'était assez dramatique. Et au bout de ces 7 mois, j'ai un ami qui me propose tout simplement d'aller en Arabie Saoudite pour souffler pendant 6 jours. Il faut savoir qu'avant de partir, je décide tout simplement, parce que j'ai accepté, de faire une vidéo sur les méthodes du président égyptien qui faisait des opérations de police à mon domicile. J'ai filmé l'intégralité de ce genre de choses et je rendais ça public malgré les interdictions qui étaient claires, qui m'avaient été opposées. Et puis, donc tout simplement,
J'ai également été, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêté, etc. Donc je fais une vidéo pour expliquer un petit peu tout ça et que l'armée de Sisi, finalement, nous embête plus que l'armée israélienne à cette étape-là, justement, de notre mission. Eh bien, je pars en Arabie Saoudite, j'oublie un petit peu cette vidéo qui a bien tourné, et à mon retour d'Arabie Saoudite, je vais y rester 6 jours, je suis resté 3 mois. Parce qu'à mon retour, j'ai juste le temps de sortir, de respirer l'air du Caire, je rentre dans l'aéroport, et puis tout simplement, je donne mon passeport, on me demande d'aller au bureau d'immigration, je vais vers le monsieur qui avait mon passeport pendant un bon quart d'heure, il me regarde avec un sourire, il me dit « Vous ne rentrerez pas en Égypte, c'est une question de sécurité nationale, votre passeport est détérioré. » C'était un passeport que j'avais depuis moins d'1 an, avec lequel j'ai pas mal voyagé, et effectivement, en le regardant, je me rends compte que 2 pages sont manquantes. Donc on me renvoie en pleine nuit en Arabie Saoudite, et donc là-bas, je contacte l'ambassade, parce que oui, l'ambassade du Caire, pour le coup, a oublié. Même nous, une femme et moi, en tous les cas, ils m'ont absolument pas calculé. Et je vais donc en Arabie Saoudite, l'ambassade me demande de venir le 24 février faire une demande de passeport d'urgence, que je devais avoir dans la journée. Je ne l'ai jamais eu, parce qu'au moment où justement je les harcèle pour avoir ce passeport, 15 jours plus tard, on m'explique eh bien, que je suis inscrit sur demande d'un certain Bruno Retailleau au fichier des personnes recherchées. Donc un élu de la République qui ne s'est jamais soustrait à quelque convocation que ce soit, et pourtant il y en a eu un. Je suis actuellement dans plus d'une quarantaine de procédures exclusivement liées à mon soutien à la cause palestinienne. Donc un élu qui ne s'est jamais soustrait à quelque convocation que ce soit, se retrouve fiché, inscrit au fichier des personnes recherchées, et donc, dès que je sais ça, moi j'ai une obsession, c'est de récupérer quand même mes effets personnels en Égypte, ce qui ne me sera pas autorisé. Donc je contacte la brigade de répression de la délinquance contre la personne, je leur annonce la date de mon retour à Mulhouse, et vient le moment de Mulhouse où justement l'avion atterrit, je suis en compagnie de ma mère et de mon neveu, et là on entend au moment où l'avion se pose, quelques minutes plus tard, « Mesdames, Messieurs, sortez vos pièces d'identité, contrôle de gendarmerie à la sortie ». Donc là je regarde ma mère et je dis « Bon, c'est pour moi ». Je l'avais un petit peu préparé, mais effectivement dans l'avion j'y croyais pas trop. Et pourtant c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir, ça je l'ai su en sortant, qu'ils ont même dépêché l'armée devant l'aéroport de Bab-Mulhouse. L'armée. Ils étaient plus d'une vingtaine de gendarmes juste pour moi, je ne sais pas combien il y en avait devant. Et donc je suis mis dans les locaux de la police aux frontières, je suis ramené, ensuite j'attends tout simplement, je crois que c'est à Mulhouse, donc j'attends que l'équipe de Paris vienne, et puis l'équipe de Paris arrive, je me retrouve menotté, les mains dans le dos pendant 6 heures, donc 6 heures de trajet, avec interdiction de boire, interdiction d'aller ne serait-ce qu'aux toilettes. Donc j'ai vraiment été traité comme un criminel. J'arrive à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, et là je tombe des nues. Je m'attendais à des tweets parce que j'ai quand même un franc-parler, j'ai une méthode d'écrire qui est très provoque, volontairement. Et là, qu'est-ce qu'on me reproche? Tout à l'heure, vous parliez par exemple des propos de Raïm Corsia qui disait « Tout le monde sera content quand Israël aura terminé le travail ». Et pour montrer que ces propos étaient choquants, j'avais fait une vidéo, c'est la première chose que l'on me reproche, où je dis « Tout le monde sera content quand le Hamas aura terminé le travail. Les civils israéliens assassinés, c'est quelque part un petit peu mérité. » Mais je reprends mot pour mot l'intervention de Raïm Corsia. Et je continue en disant « Mais ces propos vous choquent? Ce sont ceux tenus par Raïm Corsia, grand rabbin de France. » C'était pour dénoncer le côté dégueulasse de ces paroles. Mais pas la bonne religion, pas la bonne couleur de peau. Et puis nous, quand on utilise justement l'ironie ou qu'on inverse un peu les termes, c'est pas autorisé. Raïm Corsia a été blanchi, j'ai fait 48 heures de garde à vue pour les mêmes propos. On me reprochera ensuite d'avoir, écoutez bien, en tant qu'élu de la République, je suis menacé de mort au quotidien depuis quasiment 2 ans. J'ai tout simplement, face à toutes mes plaintes classées sans suite, décidé de montrer publiquement ces messages que je reçois. Il y avait les pseudos, effectivement, de ceux qui me menacent. Eh bien, 2 d'entre eux ont eu le culot, ils ont eu raison du coup, l'audace de déposer plainte contre moi pour avoir affiché les menaces de mort qu'ils m'envoyaient. Et donc, on m'a expliqué, quand même assez dingue, que quand on menace un élu de la République de mort, eh bien, on risque une amende, mais quand moi, en tant qu'élu, je rends public ces menaces de mort, eh bien, ça s'appelle du doxing parce qu'il y a les pseudos de ces gens-là, et ils considèrent que c'est de la diffusion d'informations personnelles, et donc je risque, au moment où je vous parle,
3 ans de prison et 45 000 € d'amende sur la base de ces faits. Donc voilà. On parlait du côté un peu politique. Donc, mais avant, je vais vous raconter ce qui s'est passé après cette garde à vue. Bon, la garde à vue a commencé avec les traditionnelles questions. Êtes-vous musulman? Ça paraît assez étonnant, et je leur dis que ça ne les regarde pas. On me répond oui, mais dans une vidéo vous le dites. Et je leur réponds, ben, j'ai pas pour habitude de mentir. Et on me dit, mais quelle est votre pratique de l'islam? Qu'est-ce que le djihad pour vous? Qu'est-ce qu'être martyr pour vous? Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'ils appellent la grande identité. Et donc, au bout de 48 heures de garde à vue, je vais être gardé 2 heures illégalement dans les locaux de la BRDP, puisque la loi est claire, une fois la garde à vue terminée, vous êtes transféré dans les locaux sous autorité judiciaire. Et j'ai été maintenu dans les locaux sous autorité, justement, des policiers. On m'a présenté un document antidaté, et donc forcément, moi je ne savais pas qu'il était antidaté, parce que quand je le signe, l'heure est correcte. Mais on me remettra en cellule pendant 2 heures, et donc on a lancé un certain nombre de procédures, justement, sur la base de ces faux qui ont été produits par des policiers. Et là, c'est un petit peu la douche froide, j'arrive au tribunal, je suis donc comparution immédiate, et là j'ai 5 avocats en face de moi, un lundi soir à 23h. C'était assez particulier et très fatigué aussi, parce que je venais de passer 10 heures dans les cellules du tribunal. Et puis, donc, face au juge, même mon avocat, eh bien, tout simplement, c'est assez agacé du fait que la défense n'avait pas la parole. Dès qu'on parlait, on était coupé, systématiquement. On n'avait pas le droit, nous, d'expliquer le fond du dossier sur la base, en fait, de ce que disaient les parties civiles. Parties civiles, on va les citer, le CRIF, Caroline Yadan, forcément, la remplaçante de Meyer Habib. On a eu l'organisation juive européenne, etc. Donc toujours les mêmes. Avocats sans frontières, de Golnadel, celui qui passe plus de temps sur CNews que devant les tribunaux. Et donc du coup, quand ils se rendent compte que leurs arguments ne tiennent pas la route, on a un avocat, Avner Doukan. L'avocat, initialement, dans une procédure qui me concernait il y a de ça quelques mois, qui représentait l'organisation juive européenne. Eh bien, ce monsieur, lors du premier procès, avait dit au juge, le jour où vous allez condamner monsieur Boudjekada, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, on vous ramènera l'intégralité des présidents des associations juives de France. Mon avocat s'est levé, expliquant que c'était tout simplement des menaces à peine voilées concernant justement la présidence du tribunal. Mais cet avocat représentait désormais celui qui me menace de mort et qui me poursuit pour avoir diffusé ces menaces. Il se lève et explique en toute fin de plaidoirie qu'il faut me placer en détention provisoire, parce que forcément on a demandé un report vu la grosseur du dossier, qu'il faut me placer en détention provisoire parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement dangereux qui n'hésite pas apparemment à diffuser les adresses des écoles de citoyens juifs. Chose que je n'ai jamais fait, je vous le dis en toute franchise, avec le franc-parler qu'est le mien, je serais la plus grande des pourritures si je faisais ce genre de choses. Je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, le juge a eu la malhonnêteté de ne pas exiger eh bien, tout simplement, des éléments matériels venant attester de tout cela. Il a dit, j'en prends note. Et quand je demande à contester, on me l'interdit. Donc un lundi soir, en 23h, en à peine 10 minutes, j'ai été placé en détention provisoire, envoyé à Fleury-Mérogis, donc l'une, si ce n'est la plus grande prison d'Europe, placé immédiatement à l'isolement, où j'ai passé 1 mois, je devais y passer 2 mois, j'ai fait appel et j'ai réussi à en sortir, placé à l'isolement au milieu de pédophiles, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle en 1 mois je ne suis pas sorti une seule fois de ma cellule, si ce n'est pour aller au tribunal, parce que je ne voulais pas côtoyer des gens que je combats au quotidien. Donc voilà un petit peu, j'ai fait ma demande de mise en liberté, les questions traditionnelles, hein, est-ce que le Hamas est un mouvement de résistants, etc. Et ce que j'aime bien expliquer aussi, c'est que, vous savez, avec moi, il y a juste ouvert un dictionnaire. Un terroriste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui utilise la terreur pour atteindre ses objectifs. Est-ce qu'on peut considérer que le 7 octobre, eh bien, on n'a pas utilisé des câlins et des bisous? La réponse c'est oui. Est-ce que pour autant on peut parler de terroristes? Je ne le crois pas. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'un résistant? Un résistant, c'est quelqu'un qui résiste à quelque chose ou à quelqu'un. Et donc, quelles que soient ses méthodes, le Hamas résiste-t-il à un occupant et à Israël? La réponse c'est oui. Donc, il faut aussi savoir mettre les justes termes face à tout cela. Et à ma grande surprise, en tenant ce discours, donc ça donne aussi un peu espoir en certains magistrats, j'ai été relâché mais à moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit, moi, personnellement, de diffuser quelque contenu que ce soit sur les réseaux sociaux, jusqu'au 3 juillet. Et puis, contrôle judiciaire, je dois pointer chaque semaine.
je précise que je n'ai strictement aucun antécédent judiciaire définitif. C'est-à-dire j'ai été condamné une fois pour apologie, pour cette phrase simple, le Hamas est un mouvement de résistants. Donc j'ai été condamné à 20 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. La question de l'inéligibilité, c'est quelque chose d'assez quand même particulier en démocratie. On est en train de parler, concernant l'apologie du terrorisme, de quelque chose qui était ce qu'on appelle un délit de presse, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Hein. On risquait juste de la prison. Et depuis Charlie Hebdo, ils ont décidé d'en faire quelque chose d'un peu plus grave qui, aujourd'hui, peut vous conduire en prison durant 7 années avec 100 000 € d'amende. C'est aujourd'hui ce que je risque. À titre de comparaison, dans mon département, on a un magistrat spécialisé dans la défense des enfants et de leurs intérêts, qui proposait sa fille de 13 ans sur des sites libertins. Il a pris 1 an de prison avec sursis. Voilà. Quand on a dit ça, on peut se poser légitimement la question des priorités de notre système judiciaire, avec de véritables tordus, permettez-moi le terme, qui sont en liberté, et des gens qui défendent aujourd'hui des gamins qui se font massacrer, notamment une population civile qui est spoliée, humiliée, massacrée depuis cette décennie et demie, et qui se retrouve traitée en véritable voyou. Et donc, je tiens aussi à préciser qu'à côté de cela, j'ai lancé pas mal de procédures, notamment une qui suit son cours aujourd'hui, qui n'a, à ma grande surprise, pas encore été classée, auprès notamment du tribunal administratif de Paris, également une plainte au pénal auprès de la procureure de la République de Paris pour complicité de crimes de guerre par inaction concernant la non-application du mandat d'arrêt contre Netanyahou lorsqu'il revenait de Hongrie et qu'il a en toute impunité traversé l'espace aérien français. C'est un véritable scandale et la France a violé ses obligations qu'elle a vis-à-vis de la Cour pénale internationale et c'est un véritable scandale. Donc tout ça pour vous dire que on entend beaucoup de choses, on parlait tout à l'heure en diverses questions, on parlait de mairies qui ne voulaient pas mettre le drapeau palestinien par exemple. Bon, j'aurais même tendance à dire que c'est bien de mettre le drapeau palestinien. J'étais collaborateur dans une ville qui le mettait. Ça s'arrête pas là. J'ai envie de dire, j'aimerais plus, moi, les entendre, ces élus locaux. J'aimerais bien les voir aller manifester. J'aimerais bien qu'au-delà de tout ça, on multiplie les contrats de coopération entre les camps de réfugiés et des collectivités locales. Dans ma ville, c'est symbolique, on a interdit, avec le vote d'un vœu, l'achat de tout produit qui finance de manière directe ou indirecte l'entité d'occupation. Et donc, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin et il faut être exigeant. Mais, et ce sera mon mot de la fin, on est nombreux et nombreux quand on voit c'est vendu, à se dire mais c'est bon, ça sert plus à rien, on vote plus et terminé. Vous avez le droit de ne pas vous sentir représenté, vous avez le droit, moi par exemple je suis dans aucun parti, qu'on soit bien d'accord. Et j'ai même allé plus loin. J'ai même des partis de gauche, même des gauches pro-Palestine au niveau national, qui au niveau local m'ont totalement lâché en disant on ne soutient pas quelqu'un qui est proche, ou plutôt complice des terroristes. Parce que j'ai l'honneur, parce que pour moi c'est un honneur de le faire, d'expliquer que si on est en capacité de nommer le génocide comme étant un génocide, mais qu'on n'est pas en capacité d'appeler ce qu'il y a en face de la résistance, quelle que soit leur méthode, eh bien, on fait partie du bal des lâches et des hypocrites. C'est aussi simple que ça. Et donc, de ce point de vue-là, moi, ce que j'appelle à faire, c'est tout simplement, à 1 an des municipales. Vous savez, je crois que 90% des communes de France sont des communes de moins de 1000 habitants. Mais engagez-vous. Allez-y, vous connaissez très certainement des personnes respectées, des commerçants. J'entends beaucoup de gens qui se disent « Ah mais la politique c'est pas pour moi ». Moi je pense qu'aujourd'hui c'est le moment d'y aller, sans parti, si vous voulez être soutenu par des partis de gauche, de préférence, eh bien allez-y. Mais de manière générale, vous n'avez pas besoin de parti pour vous présenter. Allez chercher, pour avoir votre adjoint en charge de la vie associative, allez chercher le président du club de foot. Allez chercher des grands respectés dans les quartiers populaires. Allez chercher des commerçants de votre ville pour aller parler d'attractivité commerciale. Avec des gens compétents, vous trouvez une bonne tête de liste qui se fait le porte-parole de son équipe parce que ça ne doit pas être quelque chose d'individuel. On n'a pas d'excuses, on peut se présenter. Moi, il y a de fortes chances que je ne puisse pas être candidat au municipal dans ma ville, un petit patelin de 6000 habitants l'année prochaine, parce que je vais certainement être étiqueté, ou plutôt me voir infliger une peine d'inéligibilité. Mais j'ai à cœur d'essayer d'accompagner un maximum d'habitants, d'habitantes, en leur expliquant qu'ils ont un rôle à jouer. Vous n'êtes pas bien représentés, ben allez-y. C'est aussi simple que ça. Arrêtons systématiquement de fermer les yeux. Il y en a qui vont dire, mais
attends Ismaël, aujourd'hui c'est la Palestine, tu nous parles de choses au niveau local. Il faut bien comprendre que si vous acceptez que vous ayez dans vos communes, dans vos mairies, des équipes dirigeantes qui affichent le drapeau d'Israël, qui affichent un soutien inconditionnel, qui ne sont pas foutus au niveau local de faire des contrats de coopération pour accueillir des gamins palestiniens ici, leur faire des petites parenthèses, loin de la merde qu'ils vivent au quotidien, excusez-moi cette légèreté. Au final, vous savez, la question palestinienne, elle en dit long sur les valeurs humaines que les uns et les autres portent en eux. S'ils sont indifférents sur la cause palestinienne, sur la cause congolaise, sur la cause des chrétiens d'Orient, c'est que ces gens-là n'ont strictement, j'ai envie de dire, en fait, ils n'ont pas d'humanité. Et donc c'est en ce sens que j'appelle tout le monde, toutes et tous, à se mobiliser. Et si vous voyez des gens dont vous connaissez la réputation, parce que ça suffit de dire on va signer un chèque en blanc parce qu'il y a un nom qui ressemble à peu près au mien. C'est pas comme ça que ça se passe. Regardez la réputation des uns et des autres. Regardez s'il y a une constance ou si on est juste là pour vous draguer parce que les élections elles approchent. Et vous verrez qu'au final, on se fera respecter. Parce que là où je veux aussi véritablement terminer ce propos, c'est qu'on est là en train de se dire, purée, mais c'est une dinguerie. Enfin, ils sont là en train de tenir des propos plus ahurissants les uns que les autres, plus haineux les uns que les autres, à longueur de plateau, etc. Ils sont jamais ne serait-ce que convoqués. Et puis, ça s'arrête là. Donc on est dégoûté. Non, en fait, il faut juste qu'on comprenne que c'est juste parce qu'on n'est pas organisé qu'on se fait marcher dessus. Je vais vous donner un exemple. En novembre 2023, j'ai infiltré un groupe de 540 fanatiques sionistes. Dans ce groupe de 540 fanatiques sionistes, il y avait des commandes de tags, vous savez, les étoiles de David bleu qu'on a présentées dans un premier temps comme étant des tags antisémites. C'est en réalité des tags en soutien à l'État colonisateur. Dans ce groupe, plus grave encore, des enveloppes de 5 000 € étaient posées sur la tête de militants pro-palestiniens pour les faire séquestrer dans des caves. Je pense notamment à Warda Anwar. Dans ce groupe, on avait des gens qui se vantaient d'être mêlés à un trafic d'armes. Dans ce groupe, des dizaines de milliers, peut-être même plusieurs centaines de milliers d'euros d'argent public étaient détournés par des associations qui allaient envoyer des armes illégalement en Israël. On a rendu public jusqu'aux factures de ces armements. Et pire encore, dans ce groupe, on avait la présence d'un certain Michael Marciano, membre de la police aux frontières, qui proposait son aide à celles et ceux qui éventuellement mouillaient dans un trafic d'armes pour avoir un problème à l'aéroport Charles de Gaulle. Et il a eu le culot de mettre sa carte de visite du ministère de l'Intérieur. J'ai rendu tout ça public, j'ai fait 30 heures de garde à vue. Voilà. Donc quand on dit ça, ça veut tout dire. Et dans mon procès du 3 juillet à Paris, j'ai d'ailleurs 2 de ses membres qui me poursuivent pour diffusion d'informations personnelles parce que j'ai rendu public les captures d'écran de leurs messages. Donc voilà où on en est. Et donc ça démontre bien qu'on a une obligation de s'organiser. Vous savez, je vais vous donner un cas concret quand, par exemple, vous avez des plaintes qui sont classées sans suite, on se dit, merde, ça y est, c'est terminé. Pas du tout. Vous avez la possibilité en France de déposer plainte avec constitution de partie civile, vous devez payer une caution, qui sont malins. C'est-à-dire s'il y a 20 procédures, 30 procédures, il faut payer des cautions de 1 500 €, vous êtes bloqué. Mais si on était toutes et tous organisés avec des collectifs qui agissent sur le plan juridique systématiquement, qui avaient des fonds consacrés à notre organisation, à notre défense, eh bien au quotidien, je pense que là aussi ça irait beaucoup mieux. Et donc voilà grosso modo un petit peu mon parcours, et je tiens vraiment à dire une chose très simple, c'est qu'en vous parlant de mon histoire, je ne viens pas vous jouer la carte de la victimisation. Vous savez, je suis arrivé à un stade où il n'y a plus grand chose qui me fait ni chaud ni froid. Mais en réalité, je viens simplement vous en parler parce que je pars du principe que moi j'ai une chance que d'autres n'ont pas, c'est que j'ai de la visibilité avec quasiment 1 million de personnes qui me suivent. Donc ça joue aussi quelque part sur notre protection. On n'a pas forcément de traitement de faveur, mais avec nous en général ils évitent quand même les dérapages. Et donc de ce point de vue-là, je pense que vous parlez de tout ça, vous parlez de ces combats, vous parlez vous savez, de ces contre-pouvoirs, par exemple les médias, qui de base ont un rôle de contre-pouvoir, mais qui aujourd'hui sont les alliés du pouvoir dans le cadre justement de cette propagande qui nous est servie au quotidien. Je pense que justement c'est véritablement alarmant. Et sur cette propagande, ce sera vraiment ma toute dernière phrase. Il y a vous savez, un reportage qui s'appelait La chute du Troisième Reich, où on expliquait, tout à l'heure Pierre en parlait, eh bien que nous avons, au moment où les camps de concentration sont mis en lumière à travers un article de presse écrite à l'époque, toute la presse traditionnelle qui a refusé d'en parler en disant regarde, des abominations qu'on nous décrit, il faut quand même attendre que ce soit documenté. Donc je le dis avec certitude, je ne condamnerai pas le 7 octobre en tant que tel, tant que ces documentations ne sont pas posées, parce que je refuse en tant qu'élu de la République
de me soumettre, de me prosterner face à un récit bien rodé des propagandistes israéliens qui sont des criminels. Bravo.